Dans ce podcast, Serge Boutboul, écrivain et formateur dans le domaine de la spiritualité, partage un message fort sur l'importance de se reconnecter à notre essence spirituelle. Il souligne que nous vivons dans un monde de plus en plus énergivore, avec des ressentis énergétiques plus intenses, des pressions médiatiques lourdes et une baisse du pouvoir d'achat. Face à ces défis, il est essentiel de retrouver notre sens et notre utilité dans la vie en reconnaissant que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine temporaire. Serge invite les auditeurs à se reconnecter à leur essence profonde et à prendre du recul sur leur situation actuelle. Selon l'intervenant, il y a une augmentation des cas de dépression et de suicide, en particulier chez les jeunes. Il pense que cela est en partie dû à la pression exercée par les médias, la politique et la société, qui empêchent les jeunes d'exprimer leur plein potentiel et de s'épanouir. Il souligne également l'émergence d'une nouvelle génération d'enfants spirituels, tels que les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel, qui remettent en question les valeurs matérialistes traditionnelles et cherchent une connexion plus profonde avec eux-mêmes et le monde. Il fait remarquer que nous assistons à un effondrement de la société, avec une dette croissante et une augmentation de la violence. Cependant, il note aussi une montée spirituelle, avec des gens de plus en plus conscients et connectés aux énergies. Être spirituel, pour lui, signifie être conscient et authentique, et non seulement positif. Il cite une auteure américaine qui soutient que l'authenticité est essentielle pour entrer dans le spirituel. Il mentionne également la sortie prochaine de son livre sur le sujet de l'authenticité. Dans ce discours, l'auteur exprime son opinion sur l'actuelle période de crise qu'il assimile à l'apocalypse. Il précise que ce terme ne signifie pas la fin du monde, mais plutôt une période de révélation et de changement. Il souligne les problèmes dans différents secteurs tels que l'éducation, la politique, l'économie et le climat. Selon lui, ces problèmes mettent en lumière les failles de système. Il évoque également des scandales et des révélations concernant la gestion des ressources, comme la vente d'une partie de l'eau de réserve de la France. L'auteur affirme que le monde est en train de finir et que nous entrons dans une période plus spirituelle. Il parle de l'ouverture de l'intuition, de l'arrivée de nombreux livres avec des clés spirituelles et de l'importance de discerner les clés essentielles parmi toutes celles qui sont données. Il mentionne l'importance de s'éveiller et de s'aligner sur la lumière, car ce qui n'est pas aligné tombe. Il suggère que ceux qui ont peur voient l'apocalypse, tandis que ceux qui ont la foi parlent d'ascension. Il conclut en soulignant les transformations que nous vivons au niveau de notre corps et l'importance de ne pas se perdre dans la profusion d'informations. Le sommeil peut varier d'une nuit à l'autre, parfois avec plus de cycles et d'autres nuits avec moins. Le corps peut également manifester son intelligence en refusant certains aliments que nous digérions auparavant. Il existe une prolifération d'informations et d'opinions dans le monde actuel, ce qui peut rendre difficile pour ceux qui débutent leur cheminement spirituel de discerner l'authenticité. Selon Christian Murphy, pour évoluer spirituellement, il est important d'être attentif à nos pensées, intentions, paroles et actions, et de corriger ce qui ne va pas. Il est essentiel de s'ajuster et de rentrer dans une plus grande authenticité. Il est également important de ne pas se sentir supérieur aux autres dans notre cheminement spirituel, mais plutôt de se mettre à leur niveau et d'observer les autres avec respect. L'axe spirituel est différent de l'axe terre, et il est essentiel de se préparer pour une belle transition après la mort. Certains courants spirituels prétendent que le tunnel de lumière est un piège ou que la Terre est une prison contrôlée par des êtres négatifs. Il est important de faire confiance à son cœur et d'écouter son intuition pour discerner ce qui est vrai ou faux. Il y a beaucoup d'auteurs qui vendent des idées fausses, donc il faut être vigilant et chercher la vérité au-delà des apparences. Dans ce passage, l'auteur parle de la capacité à développer un radar intérieur pour distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Il explique que cette capacité repose sur l'authenticité, c'est-à-dire sur le fait de s'aligner avec ses valeurs et d'écouter son intuition. Il donne l'exemple d'un livre qu'il n'arrivait pas à lire et dont il s'est finalement débarrassé, pour découvrir plus tard qu'il était potentiellement dangereux. Il souligne l'importance de faire attention à chaque décision que l'on prend sur le chemin spirituel, afin d'éviter les pièges et les influences négatives. Il mentionne également l'importance de demander des protections et d'être connecté spirituellement lorsqu'on exerce une activité thérapeutique, pour éviter d'épuiser son énergie et de tomber dans des situations difficiles. Finalement,
il répond à ceux qui pourraient penser que son cheminement est plus facile pour lui en disant qu'il a lui aussi dû faire face aux mêmes difficultés et qu'il a dû travailler sur lui-même pour arriver à ce stade. Dans cette synthèse, l'auteur exprime sa gratitude envers sa famille d'accueil, malgré les difficultés auxquelles il a dû faire face. Il mentionne que le chemin vers le succès n'est pas facile et qu'il rencontre quotidiennement des obstacles. Cependant, il insiste sur le fait qu'il ne faut pas se laisser distraire par les problèmes et les émotions négatives. Il souligne que les êtres de lumière sont présents dans les hautes vibrations et que ceux qui sont lourds et négatifs ne peuvent pas être présents dans ces sphères. Il met en garde contre les fausses informations et les personnes qui diffusent de mauvaises informations. Il admet que le chemin spirituel est parsemé de chutes, mais que ces expériences nous permettent d'apprendre et de progresser. Il est essentiel de se poser les bonnes questions et d'abandonner ce qui ne fonctionne pas. Il explique que le travail sur le mental et la libération des prisons mentales sont indispensables et nécessitent un véritable travail et une véritable démarche. Enfin, il critique le marketing agressif qui promet des résultats faciles et rapides, soulignant qu'il est important de ne pas se laisser tromper par de telles promesses. L'auteur souligne l'importance d'ouvrir sa vision et de développer ses facultés à travers des exercices. Il mentionne qu'il a lui-même dû pratiquer de nombreuses fois avant que cela ne se réalise. Il met en garde contre le fait de chercher des facultés sans être authentique, car cela peut entraîner des perceptions erronées. Il évoque également le concept de karma et de leçons à comprendre avant d'atteindre certains objectifs. Il souligne également l'importance du temps dans la manifestation des désirs. Enfin, il explique que pour que les visualisations se concrétisent, elles doivent être nourries régulièrement et que le facteur temps est nécessaire avant leur matérialisation. Le sujet abordé dans cette conversation est le karma, qui est perçu comme une répercussion immédiate des actions et des erreurs commises. Il est souligné que lorsque quelqu'un nettoie son karma, les conséquences de ses actions se manifestent rapidement. Il est également noté que ceux qui ont nettoyé leur karma de nombreuses fois sont généralement proches de la fin de leur cycle d'incarnation. Le lien avec les vibrations est également évoqué, en expliquant que les actions réalisées dans une vie peuvent être payées plus tard. Il est mentionné qu'il est préférable de régler ces actes ici plutôt que de les reporter dans l'au-delà. Cependant, il est noté que certaines personnes ne comprennent pas cela et trouvent injuste que les mauvais agissements ne soient pas immédiatement punis. Il est suggéré que leur karma sera plus lourd lorsqu'ils passeront de l'autre côté et se réincarneront. Concernant les personnes riches, il est expliqué que les grands êtres naissent souvent dans des familles pauvres, car ils sont là pour guider les autres et choisissent des vies difficiles pour accumuler des expériences et des connaissances. En conclusion, il est souligné que le bonheur et la joie sont des expériences intérieures qui ne peuvent pas être comblées par des biens matériels. Le bonheur sur Terre se trouve souvent dans les choses simples et dans l'appréciation des petites choses. Cependant, il semble que la majorité des gens ne soient pas conscients de cela. Beaucoup sont obsédés par l'argent, les possessions matérielles et la richesse, ce qui les rend blasés et perdus dans leur vie. Les plaisirs procurés par ces biens matériels sont temporaires et laissent un sentiment de vide une fois qu'ils sont passés. Cela peut entraîner des addictions et une perte totale de sens dans la vie. Il est donc important de ne pas idolâtrer, jalouser ou envier ces personnes obsédées par le matériel. Il est également mentionné l'importance de Raymond Réan, un parapsychologue exceptionnel qui avait le don de retrouver des personnes disparues. Malheureusement, il est peu connu des nouvelles générations. L'auteur loue la chance d'avoir pu le rencontrer et décrit Raymond Réan comme un être rempli d'amour. Il souligne également que la police et la gendarmerie faisaient parfois appel à lui pour résoudre des affaires de disparition. Il précise que la clairvoyance ne permet pas de voir des choses horribles, ce qui encourage les gens à ouvrir leur clairvoyance sans peur. Lors de la scène de crime, l'assassin regardait par la fenêtre de son appartement, situé au 6e étage d'un immeuble à Paris. En bas de la rue, il y avait une boulangerie et la rue était barrée. Les inspecteurs ont fait des recherches et ont arrêté le suspect. Cependant, il ne s'agit pas de pouvoir psychique ou de dons, mais plutôt de développer nos facultés naturelles. Il ne faut pas confondre cela avec des arnaqueurs se faisant passer pour des psychologues. Les écoles initiatiques peuvent changer les termes pour donner l'impression de proposer quelque chose de nouveau. Pendant l'interview, il y a eu des coupures d'électricité, mais l'enregistrement a permis de poursuivre l'émission.
Faire des activités spirituelles peut créer des brèches et attirer des influences négatives, mais étant protégé, cela ne nous affecte pas. Dans cette conversation, l'auteur parle de ses expériences de dysfonctionnement de son matériel informatique lors de l'écriture de ses livres. Il relate les problèmes rencontrés avec les fichiers, les pannes d'ordinateur, d'imprimantes, etc. Il mentionne également le fait que lorsqu'on essaie de faire le bien pour les autres, il peut y avoir des contre-forces qui se manifestent. Elle raconte l'anecdote d'une difficulté à obtenir les bons dessins pour son livre, malgré l'aide de plusieurs personnes qui sont spécialisées dans le dessin. Finalement, il en conclut que parfois les interférences et les distorsions peuvent empêcher la réalisation de certaines tâches. La personne raconte une expérience où elle voit une femme avec un chariot et remarque que la roue est défectueuse, ce qui lui fait penser que c'est un signe que quelque chose ne va pas dans sa vie. Son éditrice lui fait remarquer que c'est à elle de prendre les choses en main pour résoudre ses problèmes. Elle parle ensuite de sujets controversés tels que les facultés psychiques et la lutte du pouvoir via des associations comme la Miviludes. Elle explique que la Miviludes est une association sectaire financée par l'État qui attaque injustement des pratiques spirituelles et alternatives, telles que la méthode Silva, la médecine parallèle, l'homéopathie, la phytothérapie, etc. Elle souligne que l'État voulait initialement piéger la scientologie, mais en a profité pour attaquer toutes les pratiques spirituelles. Elle mentionne que, contrairement aux États-Unis, où il y a des milliers de sectes officielles, la France a une propagande violente contre les médecines alternatives. Elle critique cette vision réductrice qui limite l'individu et l'enferme. Dans cette discussion, les intervenants abordent le sujet du piège du tunnel de lumière et de la fausse lumière, qui suscite des craintes et des doutes chez de nombreuses personnes. Il mentionne que lorsque les gens vivent une expérience de mort imminente, NDE, il existe différents types de NDE. Il souligne l'importance de distinguer entre la lumière véritable qui enveloppe les personnes dans l'amour et une fausse lumière qui peut être dangereuse. Il suggère que cette fausse lumière peut être utilisée par des entités malveillantes pour tromper les individus et les éloigner de la véritable lumière. Ils expliquent que la véritable lumière est associée à une ouverture du cœur et à un sentiment d'être accueilli chez soi, tandis que la fausse lumière peut être perçue à travers une dimension intellectuelle. Les intervenants insistent sur le fait que la véritable lumière ne peut être trompée et est reconnue non seulement intellectuellement, mais aussi à travers toutes les cellules de l'être. Il conclut en encourageant à approfondir les recherches sur ce sujet pour mieux comprendre la réalité de la lumière dans les expériences de mort imminente. Dans cette discussion, il est question de mélanger différentes notions et de découvrir des réponses à travers des exercices. L'idée principale est que l'ouverture intérieure est importante, même si l'ego et le mental peuvent être satisfaits de certaines performances. Il est également évoqué le concept de lumière et d'amour, et que ces énergies sont une protection en soi. On mentionne également la présence d'entités sombres qui ne peuvent pas supporter les fréquences d'amour, ainsi que l'expérience de repousser ces entités en se connectant à la lumière. On aborde aussi le sujet de relier les dimensions subtiles à la science, remettant en question le terme paranormal et la notion de normalité. Dans ce texte, l'auteur remet en question l'idée de normalité et souligne les limites de la science et de la médecine actuelle. Il mentionne que des phénomènes considérés comme paranormaux aujourd'hui, comme l'hypnose, sont en réalité des phénomènes classiques méconnus. Il critique également les erreurs scientifiques et médicales, comme les estimations du pourcentage de conscience attribué au cerveau. L'auteur affirme que l'esprit humain est encore un mystère et que la médecine moderne n'a que peu d'années d'existence comparée à la médecine chinoise. Il mentionne aussi le phénomène de paralysie du sommeil, qu'il explique comme étant le retour du corps astral dans le corps physique, et critique le fait que la médecine s'en mêle. L'auteur aborde également la psychométrie, qui consiste à décrire l'histoire d'un objet en le tenant, et souligne que malgré les preuves, certains scientifiques resteront sceptiques. Au cours des 20 dernières années, l'individu a travaillé avec des scientifiques et a été continuellement testé. Il raconte une expérience où il a identifié la présence d'hélium dans un flacon alors que les scientifiques prétendaient qu'il n'y en avait pas. Il souligne que certains scientifiques sont étroits d'esprit et ont des idées préconçues, mais que les jeunes générations sont plus ouvertes. Il mentionne également que certains chercheurs sont soumis à des pressions et à des lobbies, ce qui peut corrompre la vérité scientifique.
Il affirme qu'il est important de rester dans la voie du milieu et de ne pas se laisser influencer par les intérêts financiers. Il mentionne également que de nombreuses connaissances sont verrouillées et que la médecine doit évoluer pour dépasser ce plafond. Il constate toutefois que la science est en train d'évoluer et de remettre en question certaines idées établies. Il évoque les avancées en biologie quantique qui démontrent que des actions minimes peuvent avoir un impact majeur, remettant ainsi en cause les notions traditionnelles de cause à effet. La discussion porte sur le fait que de nombreux paramètres quantiques vont remettre les choses en place et prouver les facultés psychiques et spirituelles. Il est mentionné que la science en France est totalement assujettie à la science américaine, ce qui a eu des conséquences sur la santé notamment. Il est souligné que la vérité finit toujours par arriver, malgré les tentatives pour la cacher. Il est également fait référence à l'importance de diffuser des informations sur les thérapies alternatives. L'idée selon laquelle il existe une science officielle cachée est évoquée, ainsi que des exemples de technologies et d'inventions qui sont supprimées ou classées secret défense. On insiste sur le fait que la lumière et la vérité finissent toujours par se répandre, et que ces informations sont là pour rester accessibles malgré les tentatives de les dissimuler. Dans cette discussion, l'interlocuteur souligne que rien n'arrive par hasard et que les choses prennent du temps. Il mentionne également la difficulté de dénoncer des problèmes tels que l'amiante, qui peuvent mettre en danger la personne qui les dénonce. Il fait également allusion au processus par lequel une vérité est généralement décrite, attaquée puis finalement considérée comme normale. Il souligne que la science ne peut pas ignorer les connaissances ancestrales et que le chemin vers la vérité est long et fastidieux. Il partage également des préoccupations concernant les industries pharmaceutiques et les énergies fossiles, ainsi que les pressions et les menaces auxquelles les scientifiques peuvent être confrontés lorsqu'ils remettent en question ces industries. Il mentionne enfin que nous assistons à un effondrement au niveau mondial, tant sur le plan économique que de la prise de conscience, et que cela entraîne un changement de valeurs et de paramètres de vie. Malgré les difficultés à venir, il considère cette période comme passionnante et rappelle les rêves magiques de son enfance. Le narrateur évoque le fait qu'il ne parvient plus à accéder à ses rêves, comme si une porte s'était fermée. Il se souvient de moments où il pouvait littéralement voler et explorer des mondes fantastiques dans ses rêves, une réalité alternative à laquelle il pouvait se connecter chaque soir. Cependant, cette capacité semble avoir disparu avec le temps, généralement à partir de l'âge de 7 ans, lorsque l'incarnation de l'enfant est complète et qu'il ne voit plus l'invisible. Les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire, quant à eux, peuvent conserver cette faculté toute leur vie. Le narrateur souligne l'importance pour les parents de soutenir leurs enfants dotés de ces capacités pour éviter qu'ils ne se sentent rejetés. Ensuite, la conversation s'oriente vers le voyage astral, une pratique que le narrateur accompagne et enseigne depuis de nombreuses années. Il mentionne plusieurs techniques et précise que le corps doit être paralysé pour pouvoir effectuer un voyage astral en toute sécurité. Il explique qu'il est rare pour quelqu'un de réussir à sortir en conscience à partir de la technique classique. La pression de la vie quotidienne et des responsabilités rend difficile de maintenir le voyage astral comme préoccupation constante. Le narrateur mentionne qu'il a lui-même dû renoncer à cette pratique en raison de ses obligations personnelles. Dans cette conversation, l'orateur discute de l'importance de la sortie astrale et de la capacité de la conscience à se délocaliser. Il mentionne également un livre sur le sujet écrit par Olivier Fred Nicolas Fraisse. Il explique qu'il était sceptique au départ, car il avait lu de nombreux livres sur le sujet et avait une opposition à ce que Raymond Ryan lui racontait. Il a finalement décidé de mettre de côté ses connaissances précédentes et de donner une chance à la sortie astrale. Finalement, il expérimente la sortie astrale avec Raymond Ryan et décrit son expérience de voler et de visiter des endroits comme la Tour Eiffel et les Antilles. L'efficacité mentionnée dans le texte concerne l'ouverture spirituelle lors d'un stage. L'auteur souligne que de nos jours, de moins en moins de personnes sont capables de sortir de leur corps volontairement, ce qui est un phénomène rare. Il rappelle une anecdote où une personne s'est plainte de ne plus être capable de réaliser des voyages astraux, ce à quoi l'auteur a répondu que ce n'était pas le moment de faire du tourisme spirituel, mais plutôt de se concentrer sur notre mission spirituelle sur Terre. L'auteur explique que nous sommes ici pour une raison précise et qu'il est important de ne pas se laisser distraire par toutes les informations qui nous empêchent d'accomplir notre chemin spirituel. L'auteur
révèle également qu'il existe des croyances selon lesquelles tous les êtres humains voyageraient chaque nuit sans en avoir conscience, mais il explique que cela varie d'une personne à l'autre et que certains corps subtils peuvent se déplacer sans que l'individu en ait conscience. Il met en avant l'importance pour le corps astral de prendre de l'air et de revenir à sa famille spirituelle, ce qui peut parfois entraîner une perte de mémoire lors du retour dans le corps physique. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes ici pour accomplir notre mission spirituelle et qu'il est crucial de se concentrer sur notre croissance spirituelle plutôt que de rechercher des expériences extracorporelles. Il est mentionné que la perte de mémoire des rêves est fréquente, causée par le cerveau qui élimine les éléments complexes. Il est également évoqué le fait que l'esprit peut être influencé par des informations reçues pendant les rêves. En ce qui concerne les psychotropes, il est conseillé de les éviter car ils déforment le double astral et peuvent ouvrir la porte au bas astral, ce qui peut entraîner des problèmes psychiques. Dans cette discussion, l'orateur aborde plusieurs sujets liés à la spiritualité et à la perception de la réalité. Il remet en question l'utilisation de psychotropes et de plantes initiatiques, soulignant que leur consommation nécessite souvent des doses répétées pour obtenir les effets recherchés, ce qui crée une dépendance et masque la capacité naturelle à percevoir le spirituel. Il souligne également que l'intention derrière la consommation de substances psychotropes est importante, car cela peut affecter notre état astral et diminuer notre vibration spirituelle. L'orateur encourage à retrouver la capacité de rêver et de voyager spirituellement naturellement, plutôt que par le biais de substances. Il mentionne également la bilocation, qui est le fait d'être à deux endroits physiquement en même temps, et affirme que cela est principalement réalisé par des individus spirituellement très élevés. Il cite quelques exemples de saints et de figures religieuses qui auraient pratiqué la bilocation. L'orateur conseille de ne pas viser la bilocation dans cette vie, car cela exige une puissance énergétique extrême et pourrait épuiser notre énergie vitale. L'orateur explique qu'il est difficile d'atteindre des niveaux d'énergie élevés, et cite l'exemple de la faculté de télékinésie pour illustrer le fait que l'esprit a une influence sur la matière. Il souligne que malgré le scepticisme de certains scientifiques, l'armée utilise ses capacités. Il mentionne également des cas de personnes qui ont réussi à se déplacer ou à se connecter spirituellement de manière extraordinaire. Il encourage les auditeurs à profiter des énergies abondantes du ciel et conclut en disant que nous sommes actuellement témoins de la fin d'une époque et que nous devons être attentifs à ce qui se passe. Dans cette synthèse, l'auteur parle de la période actuelle où plusieurs prophéties sur la fin des temps sont mentionnées. Il mentionne notamment la prophétie des papes et les prédictions de voyants tels que Baba Vanga. Il souligne l'importance de rester connecté à une dimension spirituelle plus élevée pour ne pas se perdre dans des idées confuses. Il recommande de maintenir une vibration élevée malgré les événements négatifs et de ne pas se laisser influencer par les informations pessimistes qui cherchent à semer la peur. L'auteur encourage à protéger sa propre vibration et à rester dans la lumière. Il annonce également que de belles choses sont à venir après cette période de descente, et recommande le livre Comment devenir un être spirituel authentique pour approfondir sa pratique personnelle. Il conclut en remerciant les auditeurs pour leur présence et en les invitant à rester informés en visitant le site web du programme.